S'il y a bien un héros caractéristique du jeu vidéo des années 90, c'est Sonic, le hérisson bleu mascotte de Sega et véritable icône de la cool attitude chez les enfants ayant grandi avec lui. Sa vitesse, ses mimiques et son omniprésence en jeu vidéo, à la télé ou en comics aura marqué les mémoires de toute une génération. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un titre en particulier qui est Sonic 3 et plus précisément sur sa bande son. Cet épisode sorti en janvier 1994 est en fait la première partie d'un duo formé avec Sonic and Knuckles qui sortira plus tard en octobre 1994. Il était alors possible de combiner les deux cartouches pour ne faire qu'un seul jeu, le système ayant fait rêver plus d'un enfant à l'époque, moi le bon premier. Outre les niveaux qui défilent à toute allure, les baskets de Sonic qu'on voulait tout savoir, ou la course aux anneaux, un autre élément aura marqué tous les jeux Sonic sortis sur Mega Drive, et je veux parler de sa musique. Ce troisième épisode ne déroge pas à la règle et semble au contraire bien plus abouti à ce niveau que ses aînés. Ceci n'est d'ailleurs pas vraiment le fruit du hasard. Si Sega continue de jouer la sourde oreille à ce sujet préférant éviter la polémique, nous avons la quasi-certitude que Michael Jackson ait participé à la composition des morceaux sortis sur Sonic 3. Ce détail peut sembler évident une fois qu'on le connaît, néanmoins il aura fallu beaucoup d'années et l'acharnement d'une communauté de fans pour que cette vérité voie le jour. Et pour cause, vous pouvez retourner les crédits du jeu dans tous les sens, le nom du roi de la pop n'y figure nulle part. Ce n'était pas sa première participation avec Sega, puisque le jeu Michael Jackson Moonwalker tiré du film du même nom était sorti en août 1990. Pour rappel, dans ce jeu, vous incarniez Michael Jackson qui affrontait des mafieux avec ses pas de danse et qui délivrait des petites filles, la même que l'on peut voir dans le clip de Smooth Criminal. Dans ce cas, une des questions qui nous vient à l'esprit est: Michael Jackson a-t-il participé à la composition de la musique du jeu ? C'est à partir de cet instant que le travail d'enquête des fans entre en jeu. Dès l'année 2003, Ben 2009, de son vrai nom Ben Mallison, remarque une étrange similitude entre la musique du stage Carnival Night et les morceaux Jam de Michael Jackson. Si l'on y prête attention, une partie est effectivement quasi identique aux morceaux Jam. Simple coïncidence? Ce n'est hélas pas assez pour affirmer avec certitude que Michael Jackson ait travaillé sur Sonic. Commençons par regarder qui est crédité concernant la musique de Sonic 3. Nous avons donc Brad Buxer, Doug Grisby, Bobby Brooks, Daryl Ross, Geoff Grace, Sirocco Jones, de son vrai nom Charles Jones. Si on s'attarde sur les travaux de chacun, on remarque que 5 d'entre eux ont collaboré avec Michael Jackson durant leur carrière en excluant Sonic. Sur l'album Blood on the Dance Floor, nous avons Brad Buxer, Doug Grisby, Geoff Grace et Bobby Brooks. Pour Make Us One de Jackson Family, encore Bobby Brooks. Et enfin sur History Past Present Future, on retrouve Brad Buxer, Bobby Brooks, Doug Grisby et Daryl Ross. Sirocco Jones n'a a priori plus travaillé avec Michael Jackson en dehors de Sonic 3. Fait intéressant, son site indiquait il y a quelques années qu'il avait travaillé sur, je cite, le niveau de l'eau et les niveaux 2 et 3 du jeu sans plus de précision, mais nous y reviendrons. Brad Buxer est celui qui a le plus travaillé avec Michael Jackson, puisqu'il aurait collaboré avec ce dernier de 1989 jusqu'en 2008. Ceci expliquerait pourquoi il était à la tête de l'équipe chargée de créer les musiques du jeu. En septembre 2005, un autre fan au pseudonyme de HXC parvient à décrocher un entretien avec Roger Hector, coordinateur exécutif pendant le développement de Sonic 3 et manager du STI, pour Sega Technical Institute. Il s'agit d'une division de Sega of America responsable du développement de jeux comme Die Hard Arcade, Kid Chameleon ou Comix Zone. Cette division était considérée comme une division d'élite du développement de Sega, un peu comme pouvait l'être Blizzard North à sa manière, à qui l'on doit les 2 premiers Diablo. Pour résumer l'interview, voici ce qu'il répondit quant aux questions concernant Michael Jackson. Développer Sonic 3 c'était beaucoup de bons moments, mais c'était aussi très difficile. Michael Jackson avait été approché pour composer toutes les musiques du jeu. Mais au final, tout son travail a été jeté à la poubelle lorsque ces scandales ont été rendus publics. Cela nous a causé beaucoup de problèmes et a nécessité beaucoup de travail supplémentaire. Mais au final, il s'avère que le jeu était bien. Le scandale dont il est question est l'accusation d'agression sur mineur auquel il a dû faire face. Le 14 septembre 1993, Evan Chandler, surnommé le dentiste des stars car il travaillait essentiellement avec des gens du showbiz, avait accusé la star d'attouchement sur son fils de 13 ans, Jordan Chandler. Il n'y eut pas de procès et un arrangement financier eut lieu à l'époque afin d'éviter tout dérapage médiatique. Jordan Chandler démentira ces accusations en juin 2009, peu après le décès de Michael Jackson. D'après Roger Hector, il n'est rien resté du travail effectué par Michael Jackson pour la bande-son de Sonic 3. On serait tenté de douter étant donné l'étrange quantité de similitudes. Roger Hector a très certainement accordé cette interview dans le but de désamorcer les rumeurs concernant Sonic 3. Mais avec toutes ces zones floues laissées en suspens, le mystère est resté entier et la communauté n'en démord pas. Il faut plus d'informations pour démontrer dans quelle mesure le roi de la pop était impliqué dans la création du jeu.
En mars 2006, Jim Henson, qui officie sous le pseudo de Q-Jimbo, réalise un mini-documentaire qu'il publie sur YouTube. Dans celui-ci, il compare les similitudes sonores entre les titres de Michael Jackson et certains morceaux de Sonic 3. On y découvre entre autres que les beatboxing utilisés dans le jeu sont très proches de ceux que l'on pouvait retrouver dans les morceaux du King of the Pop. C'est lui qui introduira la théorie selon laquelle le morceau du stage Escape Zone ressemble fortement à Smooth Criminal et Who Is It. En s'y attardant un peu et en accélérant la musique de Smooth Criminal, il y a bien une certaine ressemblance. Cette vidéo marque un tournant important dans l'enquête, elle provoqua un véritable engouement au sein de la communauté des fans de Sonic qui se mirent tous à chercher des informations et des preuves quant à la participation de Michael sur Sonic 3. Le 21 mars 2006, Rick Desilets, alias Whiteout King, envoie un mail à Sirocco Jones pour avoir plus d'informations sur sa participation sur les niveaux 2 et 3, comme mentionné dans la biographie sur son site web. À la grande surprise de Rick, Sirocco répondit à son mail dans le quart d'heure qui suivit. Et sa réponse sera pour le moins un sacré rebondissement. Haha, en fait j'ai toutes les pistes originales où Michael fredonne au milieu de la nuit en laissant des messages de ses idées au Record One avec Matt et Bruce, mais je ne pense pas pouvoir montrer ça au public sans autorisation. Quoi qu'il en soit, appelez-moi si vous voulez. Matt et Bruce dont il est question dans la réponse de Sirocco Jones sont Matt Forger et Bruce Whedon, deux ingénieurs son qui ont travaillé avec l'équipe musicale pendant les enregistrements. Là aussi, ces deux ingénieurs ont largement collaboré avec Michael Jackson en dehors du projet Sonic, comme sur les albums Thriller, Blood on the Dance Floor, Bad, Oh Dangerous et bien d'autres. Malheureusement, les moyens techniques de l'époque n'étaient pas encore aussi performants que maintenant en 2017. L'accès internet restait quelque chose de compliqué et Rick Desilets n'eut jamais l'occasion de terminer cette conversation. Cependant, cet email ne fut pas sans conséquence puisque Sirocco Jones modifia la biographie de son site et supprima la mention des niveaux concernant Sonic. Des craintes et une envie d'être laissé tranquille ? Impossible à déterminer. Dans la même période, Steven Nipper, aussi connu sous le pseudo de Shade, un autre fan, remarque de son côté que la musique de fin de Sonic 3 sonne comme l'introduction de Stranger in Moscow. Et cette fois-ci, nullement besoin de trafiquer pour chercher une similitude, la ressemblance est flagrante. Et devinez quoi ? Stranger in Moscow apparaît pour la première fois dans l'album History Past Present Future, dans lequel certains des membres de l'équipe musicale de Sonic 3 ont travaillé. Fait amusant, Stranger in Moscow est sorti en 1995, soit un an après la sortie de Sonic 3. Autre fait intéressant, en mars 2008, Roger Hector redonna une interview à propos de l'affaire. Cependant, ses propos sur la question ont légèrement changé et apportent une toute nouvelle information. On m'a récemment demandé de ne plus commenter ce sujet à cause de clauses de confidentialité qui le concernent. Je n'ai rien à voir avec ça et je l'ai découvert il y a peu. C'était un fait que Michael Jackson était un grand fan des jeux Sonic, et il a fait une petite visite dans les locaux de STI pour dire bonjour à l'équipe, mais je pense que la suite restera des rumeurs non confirmées. On comprend donc que Sega n'a pas spécialement envie que l'on s'éternise sur le sujet. Il est d'ailleurs fort probable que l'ensemble des équipes ait des clauses de confidentialité qui les empêchent de donner clairement leur version des faits. Cependant, en décembre 2009, soit 6 mois après le décès du roi de la pop, Brad Buxer accepte de donner une interview pour le fanzine français le Black and White Magazine. Cette interview a été transmise à la communauté par un membre pseudonyme de DMA, membre du site VGMDB, spécialisé dans les musiques de jeux vidéo. Concernant Sonic 3, Brad Buxer dira « Je n'y ai jamais joué et je ne sais pas ce que les développeurs ont gardé des morceaux sur lesquels Michael et moi avons travaillé, mais nous avons bel et bien composé la musique du jeu. Michael m'a appelé à l'époque pour lui donner un coup de main sur ce projet et c'est ce que j'ai fait. Et s'il n'est pas crédité pour avoir composé cette musique, c'est parce qu'il n'était pas content du résultat sonore optimal, et Michael trouvait ça frustrant. Il n'a donc pas voulu être associé à un produit qui dévalorisait ainsi sa musique. À propos des ressemblances entre le morceau Stranger in Moscow et le générique de fin Sonic 3,
Oui, Michael et moi avons composé cette suite d'accords pour le jeu, et elle nous a servi de base pour Stranger in Moscow. J'ai étroitement collaboré avec Michael sur la composition de cette chanson, j'y joue aussi pratiquement tous les instruments. Une chose est sûre, Michael Jackson a été impliqué dans la création des musiques du jeu, impossible de le nier. Mais que reste-t-il de son travail? A priori, ce serait de son propre chef qu'il ait souhaité voir son nom enlevé. Il faut dire que les contraintes techniques de l'époque n'étaient clairement pas les mêmes que celles des consoles actuelles. L'espace sur les cartouches était en majorité réservé pour les graphismes et le gameplay, et le peu qu'il restait était laissé pour la musique. Il fallait donc tout compresser, voire enlever des pistes. C'est pour cette raison que l'utilisation des beatbox est si présente dans les musiques du jeu. Après les scandales qui sont survenus concernant Michael, c'est Howard Drossing qui a été désigné pour terminer le travail entamé sur le jeu. C'est à lui que l'on doit entre autres la musique sur Sonic Spinball. Selon ses propres dires, il n'a que très peu touché aux morceaux réalisés avant son arrivée. Il est aussi possible que son travail soit surtout présent dans la partie Sonic & Knuckles qui est la suite directe de Sonic 3. Pour se donner une idée, nous pouvons nous pencher sur la compilation PC Sonic & Knuckles Collection sortie en 1997. Il s'avère que les musiques suivantes ont été retirées. Carnival Night Zone, Escape Zone, Launch Base Zone, Knuckles Theme, Competition Theme et les crédits de fin de Sonic 3. Et étrangement, certains titres figurent déjà parmi les morceaux analysés par la communauté des fans. La musique de compétition est étrangement sophistiquée pour une musique de sous-menu, surtout à une époque où l'espace sur les cartouches était une denrée rare. La raison la plus probable à cela est que pour des raisons de propriété intellectuelle, les musiques ont dû être remplacées. Et si Sega n'a plus la licence pour utiliser ces morceaux, c'est qu'elles doivent appartenir à quelqu'un de suffisamment important, et qui avait donné son accord par le passé. Vous voyez où je veux en venir? Et devinez quoi? 1997 correspond à l'année à laquelle est sorti Blood on the Dance Floor, dans lequel on retrouve de très grosses similitudes au niveau des rythmes du thème Knuckles et de la musique des Mid-Boss. Suite à cette arrivée de nouveaux éléments, Ken Horowitz, le fondateur du site Sega 16, un site très influent dans la communauté Sonic, poste un très long article dans lequel il explique pourquoi ces éléments ne constituent pas des preuves suffisantes pour affirmer que Michael Jackson est directement fait partie du projet Sonic. Il explique aussi que Roger Hector n'a jamais hésité à transmettre des informations pour aider à compléter l'encyclopédie concernant le hérisson, et qu'il n'y avait pas de raison particulière de ne pas le croire. Il est intéressant de voir que toute la communauté ne partage pas l'engouement pour cette affaire. Avec les éléments connus et le témoignage du Black and White Magazine, il est en effet plus réaliste d'affirmer que si les morceaux ressemblent à ceux de Jackson, c'est surtout dû à la présence d'une équipe ayant travaillé avec le roi de la pop, plutôt qu'à l'implication directe de la star elle-même. Mais un nouveau rebondissement survient. En février 2013, 4 ans après l'interview de Brad Boxer, le site Games Trailer décide de mener sa propre enquête afin d'essayer d'obtenir des éléments supplémentaires. Ils ont réussi à recontacter Roger Hector qui a réitéré les mêmes propos lors de son interview en 2005. Sega ne change pas de ligne et continue de dire que le travail de Michael Jackson a été jeté à la poubelle. Et ils ont aussi recontacté Brad Boxer qui, surprise, a tout simplement dit via son manager ne pas se rappeler avoir donné une telle interview ni avoir dit de tels propos. Games Trailer, qui se retrouve alors sur le point de laisser tomber l'enquête, sont alors contactés par une source qui préfère rester anonyme. Cette source confirmera la participation de Michael Jackson à la composition de la musique de Sonic 3, mais a souhaité voir son nom retiré à cause de la puce audio de la Mega Drive. Pourquoi Brad Boxer est revenu sur ses propos? Des pressions de la part d'ayants droit? De Sega? Était-il lassé d'être questionné sur le sujet? Sans ces éléments, difficile à expliquer. On serait aussi tenté de dire que le motif a priori énoncé par Michael Jackson pour supprimer son nom des crédits n'était qu'un prétexte. La qualité sonore de son jeu Moonwalker sorti en 1990 ne l'avait pas dérangé alors qu'il comprenait ses propres morceaux en bande-son. Il est probable que suite aux différents remous provoqués par les accusations dont il était l'objet, Michael Jackson ait préféré enlever son nom d'un jeu destiné aux enfants. L'enquête a aussi permis d'éclaircir un point. La musique de Escape Zone n'est pas inspirée de Smooth Criminal ni de Who Is It, mais d'un morceau du groupe The Jet Zone qui s'appelle Hard Times. Ce morceau n'était pas sorti jusqu'en 2008 avec la sortie d'une compilation. Et devinez qui était au clavier dans le groupe? Brad Boxer, encore une fois, le même qui était à la tête de l'équipe musicale pour Sonic 3.
De son côté, Sega, soucieux de son image, aurait purement et simplement laissé tomber Michael Jackson. L'équipe en place n'ayant pas reçu d'instructions particulières, a continué de faire son travail jusqu'au bout. En janvier 2016, le Huffington Post met en ligne un article réexpliquant l'ensemble de tout ce qu'il s'est passé ainsi que le rôle des différents acteurs, que ce soit au niveau de la musique ou des recherches. Fait particulièrement intéressant, certains des membres ayant contribué à la musique prennent enfin la parole concernant le développement du jeu. Roger Hector apporte aussi des précisions sur la venue de Michael Jackson dans les locaux de Sega à Palo Alto, un soir de l'année 1993. Il voulait passer dire bonjour, il n'y avait aucune raison particulière à sa venue, hormis le fait qu'il aimait vraiment le jeu. Il a beaucoup aimé jouer au jeu et a voulu rencontrer les personnes qui étaient derrière. Comme il n'y avait pas de réceptionniste en dehors des heures de travail, Roger Hector a demandé à sa fille si elle voulait voir Michael Jackson. Pour rappel, à cette époque, son statut de star était incontestable. Elle est arrivée en à peine 8 secondes, plaisanta Hector. Concernant la suite, à savoir si oui ou non Michael a composé les musiques, Hector reste sur la même position qu'en 2008. Nous n'avons rien à dire sur le sujet. Le sujet est malheureusement resté sensible chez Sega. L'équipe musicale va néanmoins nous permettre d'avoir des nouvelles pièces du puzzle jusque-là inaccessibles. Doug Grisby est très enthousiaste quant au résultat final de la musique de Sonic 3. C'était vraiment cool la façon dont ils ont intégré ce que nous avons fait ensemble. Brad Buxer explique que si l'équipe musicale est ce qu'elle est pour Sonic 3, c'est bel et bien à l'initiative de Michael. J'étais en train de travailler avec Michael sur l'album Dangerous, et il m'a dit qu'il allait faire la bande-son pour Sonic 3, il m'a demandé si je voulais l'aider. Hector finit par lâcher les derniers éléments. C'était un gros secret, Sega ne voulait absolument pas que ça se sache. Ils donnèrent alors une démo du jeu à Michael, il l'a prise et a commencé à faire la musique. D'après Brad Buxer, ils ont passé 4 semaines au studio Record One et ont créé environ 41 pistes. Sirocco Jones explique qu'une fois Michael l'a appelé tard dans la nuit pour lui faire partager ses idées et chanter des mélodies qui pourraient être intégrées dans le jeu. Et ceci nous ramène donc en mars 2006, où Sirocco expliquait par mail à Rick Desilets, alias Without King, qu'il possédait toujours les enregistrements de cette nuit-là. Doug Grisby expliquait que la grosse difficulté de ce projet résidait dans le peu de place réservée aux pistes. On imagine volontiers qu'ils étaient en temps normal habitués à travailler avec la qualité la plus haute afin d'avoir les sonorités et le mixage le plus parfait possible. Malgré cela, d'après Matt Forger, Michael prenait énormément de plaisir à travailler dessus. Le processus n'était pas ce que nous aurions fait habituellement pour construire des chansons ou des albums. Nous enregistrions beaucoup de beatbox et de bruit fait avec la bouche par Michael. Il riait, plaisantait, et ce genre d'attitude faisait que le travail ne semblait pas en être. Michael avait compris que c'était pour un jeu, il était vraiment d'humeur joviale lorsque nous travaillions. Brad Buxer ajouta même « Nous avons utilisé beaucoup d'échantillons faits à partir de beatbox. Nous avons fait des découpages pour les utiliser dans les pistes. Bien sûr, il y avait les hi-hi de Michael et d'autres michaelismes, signatures typiques de Michael. » En septembre 1993, Michael fut accusé d'agression sur mineur et sa carrière risquait d'être détruite. Cependant, l'équipe continua d'avancer dans son travail car il n'avait reçu aucune instruction particulière de la part de Sega. Vers la fin de l'été 1993, peut-être juste avant ou après ces accusations, l'équipe envoya la bande-son finale pour le jeu. Et d'après Roger Hector, c'était quelque chose de totalement unique. J'étais vraiment impressionné de voir à quel point c'était la signature de Michael Jackson. Elle y était, et pourtant c'était complètement nouveau. Il y avait clairement la patte de Michael Jackson, et quiconque qui l'aurait écouté aurait reconnu que ça avait été fait par Michael Jackson. En février 1994, l'équipe est créditée dans le jeu, excepté les deux ingénieurs son Matt Forger et Bruce Whedon et Michael Jackson. Alors, pourquoi ? D'après Brad, Michael voulait voir son nom enlevé des crédits s'il ne pouvait pas rendre le son meilleur. Mais finalement, la musique de Michael a-t-elle été bien intégrée dans la version finale du jeu ? Pour rappel, Sega via Roger Hector avait affirmé que son travail n'avait pas été conservé. Doug Grisby n'est clairement pas de cet avis. Elle est dans le jeu, ce que nous avons donné y est, il est dans le jeu. Et Brad, de confirmer, les pistes sont partout sur internet, les gens ont parfaitement fait correspondre les pistes du jeu aux chansons. Et voilà toute l'histoire telle que nous la connaissons. Nous pouvons désormais affirmer avec certitude que oui, Michael Jackson a bel et bien composé les musiques de Sonic 3. Épisode qui forme avec le duo Sonic & Knuckles la version la plus aboutie sur Mega Drive. Seule zone d'ombre qui reste encore présente aujourd'hui, la raison pour laquelle il ne figure pas dans les crédits est l'obstination de Sega à esquiver le problème. Peut-être que l'avenir nous permettra d'éclaircir cet ultime point noir afin de clôturer définitivement plus de 13 années d'enquête démarrée par une communauté de fans obstinés. Je vous invite à lire le très détaillé article du Huffington Post disponible dans la description, pour avoir le reste des détails concernant cette histoire riche en rebondissements.
J'espère que vous aurez suivi cette vidéo avec la même passion que j'ai investie pour résumer l'ensemble. Si Michael Jackson était incontestablement le roi de la pop à son apogée, Sega souhaitait devenir de son côté le roi de la pop culture. Merci à tous d'avoir suivi ce hors-série et à très bientôt.